Bonjour à tous. Bonjour. Peut-être une minute que le dernier se connecte. On attend pas mal de monde ce matin, mais on va bientôt commencer. Alors, par contre, je ne sais pas pour toi, Antoine et Fabrice, moi, quand tu parles, du coup, Hélène et Sylvie, on ne vous voit pas forcément parce que ça prend le micro de Mathilde. Enfin, du coup, au niveau du visuel, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne vous ai pas forcément vu quand vous parliez. Donc, peut-être enfin, je sais pas. Peut-être tourner l'écran de Mathilde quand Sylvie parle. Qu'on puisse voir notre belle Sylvie. Je parle pas beaucoup, donc ça va. Voilà, vous voyez maintenant? Oui. Le grand leader, c'est Antoine et Fabrice. Aujourd'hui, on écoute. Il est 11h05, on va commencer tout doucement pour ne pas prendre trop de retard. De toute façon, les absents vont nous rejoindre petit à petit. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous au webinaire, cette fois-ci dédié à l'import-export. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous apporter toutes les réponses que vous posez sur les défis logistiques et douaniers dans le cadre de vos opérations d'import-export. Aujourd'hui, on est accompagné de deux consultants de foire que vous connaissez certainement, Antoine Granger, expert en logistique et en gestion de douane, et Fabrice Management, expert import-export et douane. N'hésitez pas à leur poser vos questions. C'est l'idée de ce type de webinaire, c'est que ce soit vraiment impératif et que ce soit un échange, pas que une information descendante. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, à nous faire part de vos problématiques au quotidien sur vos opérations d'import-export. Je ne vais pas prendre plus de temps pour vous présenter ces deux consultants de choix. Je vais leur laisser faire leur petit pitch. Et concernant les questions, on essaiera de les répondre au fil de l'eau pendant la présentation, si on y arrive. Dans tous les cas, si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, on a gardé un temps de questions-réponses à la fin de 15 minutes. Donc, pas d'inquiétude, on essaiera d'y répondre au maximum. Voilà, je vous laisse la main, Antoine et Fabrice. Eh bien, allez, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce webinaire. Donc, durant l'heure qui va suivre, nous allons essayer de vous donner des outils, des conseils afin d'établir la feuille de route d'une opération d'importation. Une importation, c'est une multitude de tâches à effectuer. Beaucoup sont très courtes et réalisables en amont de l'opération. Et le fait de les réaliser, nous le verrons tout au long de ce webinaire, vous mettra le pied à l'étrier, vous permettra de contrôler la situation et de vous assurer par la suite un suivi et un pilotage serein pendant les opérations. Bonjour, je suis Antoine Granger, consultant en logistique internationale. Depuis plus de 15 ans, je travaille comme responsable opérationnel auprès des chargeurs, leader dans le secteur du photovoltaïque. J'ai également, au cours de ma vie professionnelle, eu la charge de la gestion des procédures et de suivi d'un entrepôt sous douane. Je suis accompagné aujourd'hui de l'excellente équipe Customs Bridge et du non moins excellent Fabrice Management, lui aussi consultant. Fabrice, je te laisse te présenter. Oui, en toute humilité, effectivement, merci Antoine pour cette transition. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Donc, je me présente, Fabrice Management. Je suis expert en conseil en transport international et douane. J'ai 25 ans dans le domaine de la commission de transport. Aujourd'hui, j'accompagne les primo-importateurs et exportateurs dans le démarrage de leur activité à l'international, mais également les PME et les grandes entreprises dans l'optimisation de leurs transports internationaux et les conseils également dans la mise en place de procédures douanières et plus spécifiquement dans la centralisation de leurs flux déclaratifs. Avec Antoine, on forme un binôme complémentaire et nous combinons nos expériences, chargeurs et organisateurs de transport au service de nos clients. Nous avons choisi comme partenaire Customs Bridge pour mettre à disposition de nos clients un outil digital performant qui leur permette d'optimiser leur flux douanier. Donc, merci encore à eux pour leur collaboration et de se joindre à nous pour sur cet événement. Merci beaucoup.
Afin d'établir cette feuille de route, je vous le disais en préambule, nous nous demanderons quelles sont les questions à se poser avant d'importer. Nous verrons notamment ce que sont les 3 piliers de la douane, comment optimiser son schéma douanier à l'importation, et enfin ce qu'est un mandat de représentation directe en douane. Donc, quelles sont les questions à se poser avant d'importer? Je vous le disais en introduction, certaines tâches peuvent être réalisées en amont. L'EORI, véritable passeport des importateurs, est un élément majeur d'une opération d'importation. Il est également la première question à se poser. L'importateur est-il référencé auprès des douanes? Et c'est ce numéro, s'il est existant, qui va vous confirmer. Alors, pour info, jusqu'en 2023, l'EORI se compose de FR plus le numéro de SIRET. La douane étant en pleine digitalisation, ce numéro va changer à partir de fin 2025 et sera alors composé de FR plus le numéro de sirène de votre société. À noter qu'au cours de l'année 2023, les numéros composés du SIRET continueront à être créés et valides. Les 2 numéros seront donc valables jusqu'en 2025. Et à fin 2025, seuls les sirènes seront valables. Nous vous conseillons donc de créer ou faire créer votre EORI en demandant immédiatement le numéro FR plus sirène. Mais avant la création, pensez à vérifier l'existence via les 2 liens, pardon, je reviens juste avant, les 2 liens ici, que Lisa peut remettre peut-être dans le chat. Bien sûr. Donc, pour créer votre EORI et vous enregistrer auprès des douanes, 3 possibilités via le site des douanes, la plateforme Soprano, en remplissant le formulaire 13 930 étoile 01. Vous pouvez également vous rapprocher de votre PAE régional, c'est la cellule conseil de la douane, ou tout simplement auprès de votre commissionnaire en douane. Petite précision quand même, cette procédure est totalement gratuite, donc vous ne devriez pas être facturé pour cette prestation. Alors, gardez bien à l'esprit qu'une opération d'importation, ce sont des règles fiscales et douanières. Mais pas de panique. Encore une fois, on anticipe pour ne pas subir. Et Fabrice va vous expliquer tout ça. C'est pas Fabrice? Oui, en effet, excusez-moi, j'avais éteint mon micro. Oui, en effet, notre leitmotiv, c'est vraiment d'anticiper pour ne pas subir. Les formalités de dédouanement doivent impérativement se préparer en amont de l'envoi des marchandises. Vous devez vous assurer que le fournisseur soit en mesure de vous transmettre tous les justificatifs nécessaires à l'importation, conformément à la réglementation en vigueur. En effet, je fais, on va dire, référence à mon expérience, il n'y a rien de plus stressant, de plus pénalisant que de s'apercevoir qu'il nous manque un document, que la nomenclature douanière est erronée, ce qui peut bloquer le dédouanement, ce qui peut générer de lourdes conséquences financières, des frais de stationnement, de surestaris pour le maritime, des frais de stockage pour l'aérien, et plus grave encore, des pénalités financières, des pénalités douanières, et voire même effectivement de mauvaises relations avec votre commissionnaire en douane. Donc, même si votre commissionnaire en douane a un rôle de conseil, et je ne dis pas le contraire, vous avez tout de même au regard de la réglementation la responsabilité et l'obligation de fournir tous ces documents et les informations nécessaires afin que celui-ci puisse procéder aux formalités de dédouanement dans les meilleures conditions. Donc, effectivement, il y a 3 piliers aujourd'hui sur lesquels on va faire un focus, car ce sont des piliers qui constituent la caractéristique de la marchandise. Donc, on va faire un focus sur l'espèce tarifaire, l'origine et la valeur en douane. L'espèce tarifaire, je vais laisser la main à Lisa. Merci Fabrice. Oui, tout à fait. Donc, l'un des 3 piliers donc, est l'espèce tarifaire. Donc, c'est très important de bien gérer son classement douanier, ce qui n'est pas toujours forcément très évident. Donc, effectivement, vous avez différentes possibilités de faire votre classement.
Si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le classement, vous n'êtes pas forcément sûr de comment classer votre marchandise, plutôt que de faire une erreur, n'hésitez pas à faire une demande de renseignement contraignant auprès des douanes, donc de faire un RTC. Également, donc il y a donc différents. Je vais pas aller trop dans le détail. Hein, on a des podcasts pour ça si jamais. Mais effectivement, au niveau mondial, donc le SH est à 6 chiffres. Au niveau européen, il est à 8. Et en France, on en requiert la plupart du temps 10. Donc voilà, il faut bien le choisir. Et pour cela, donc on a différents outils, mais il faut savoir que en plus d'avoir différents chiffres, le langage commercial est très différent du langage douanier. Donc là, nous avons un exemple qui va être très parlant. Nous avons donc deux types d'olives donc, qui viennent du même arbre. Donc, on pourrait penser qu'il y a un seul code douanier pour ces olives. Eh bien non, pas forcément. Ça va dépendre de ce que vous allez en faire, par exemple. Donc, si vous allez vouloir les mettre en bocal, votre olive va se classer dans le chapitre 20, avec un taux de droit de douane de 16%. Voilà. Alors que si vous voulez la mettre en huile d'olive, en bouteille, là, on va être dans le chapitre 0,7 et on va plus du tout parler en pourcentage, mais on va parler, par exemple, ici, on va être à 13,10 centimes, 13 euros, pardon, par hectokilo. Donc voilà, c'est complètement différent, c'est un langage différent et pourtant, ce sont deux olives qui viennent du même arbre. Donc, c'est complexe. Le classement tarifaire est très compliqué. Ça ne s'improvise pas. Il faut vraiment faire attention à son produit. Et forcément, si on classe pas correctement, derrière, on peut avoir un contrôle douanier et ça peut faire mal. C'est pour ça que nous, on a créé Beauty, donc, qui est un logiciel donc créé par Customs Bridge, aussi en partenariat avec Sogec, où on a décidé en fait de simplifier un petit peu cette partie classement douanier. Donc on a mis en place grâce à l'intelligence artificielle un moteur de recherche où vous pouvez décrire votre produit et en quelques secondes vous allez avoir des suggestions de code douanier. Évidemment, vous êtes quand même le seul responsable de votre classement. On a également une carte géographique qui vous aide en fonction des pays d'origine à vous donner les droits de douane. Et on vient de lancer deux modules qui sont l'audit de votre base article et la veille réglementaire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir davantage. Nous avons également un module de télédéclaration. Voilà, et nous avons donc les RTC, dont je parlais juste avant, qui sont traduits avec des photos. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est accessible gratuitement avec un système d'abonnement payant. Donc si vous souhaitez vous créer un compte, c'est possible. Voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions sur Rocket Duty ou sur l'espèce tarifaire. Je laisse la main à mon ami, je crois que c'est Antoine. Alors je vais laisser la main à Sylvie pour nous parler de l'origine de la marchandise, le deuxième pilier de la douane. Effectivement, le deuxième pilier. On peut tourner encore un peu. On voit une belle plante, mais ce n'est pas Sylvie. Bon, c'est bon. Bon. Oui, effectivement, le deuxième pilier de la douane, c'est l'origine, qui reste très importante, puisqu'en fin de compte, on a l'origine non préférentielle qui détermine le taux de droit plein de la marchandise, et vous avez une deuxième origine qui est l'origine préférentielle en fonction des accords signés. Donc, qui vous permettent effectivement cette origine préférentielle à l'appui d'un document tel que certificat d'origine, système REX, ER1, etc., en fonction des pays, de bénéficier ou d'être exonéré totalement des droits de douane. Et à la seule condition de respecter les règles d'origine liées à chacun des accords. Voilà. Donc ça, c'est très important parce que si vous ne le respectez pas, eh bien, il peut y avoir de lourdes conséquences sur une erreur d'origine. Tel que l'a un peu expliqué Fabrice tout au début de la présentation, de faire bien son étude en amont. Donc l'origine, il ne faut pas la confondre avec la provenance, c'est souvent le cas quand on démarre. C'est pas parce qu'on fait venir un produit de tel pays que ce produit a cette origine. Il faut bien savoir où est-ce qu'il est fabriqué. Donc la provenance, c'est le pays à partir duquel les marchandises ont été expédiées avant leur importation. Par contre, l'origine, c'est le pays dans lequel ont été obtenus ou qui ont subi la dernière transformation ou ouvraison substantielle.
Voilà. Donc ça, à chaque fois, posez-vous bien la question, je fais venir un produit de tel endroit, est-ce que cet endroit est bien l'origine de mon produit ou pas? Donc, étude amont obligatoire. Voilà. Et pareil, un podcast sur les origines que vous pouvez retrouver sur le lien que Mathilde vous met dans le chat. Merci. Le troisième pilier de la douane, c'est la valeur en douane. La valeur en douane, c'est la valeur économique réelle des marchandises importées. Donc, la valeur en douane, c'est la valeur CIF. Je m'explique. La valeur CIF, c'est la valeur de votre marchandise départ-origine jusqu'au premier point d'entrée dans l'Union européenne, à laquelle on va rajouter l'assurance ad valorem. C'est elle qui va déterminer le montant des droits et taxes que la douane va prélever au moment de l'importation. Donc, plus cette valeur est élevée, plus le montant des droits et taxes sera élevé. Il est donc primordial d'en avoir le contrôle, et donc, vous n'en aurez le contrôle que si vous maîtrisez les opérations. Et maîtriser la valeur CIF, c'est donc connaître les vrais coûts qui la composent pour, en définitive, in fine, limiter le coût total de vos marchandises. À noter quand même que sur votre valeur départ usine, il faut bien se référer au règlement de la valeur en douane et notamment des articles 71 et 72 qui vont vous donner les éléments à retrancher ou à ajouter dans votre valeur. C'est l'article 70 du CDU que je vous laisserai consulter sur le site des douanes. Alors, donc à ce stade, faisons un petit récap. On a vu les éléments essentiels à prendre en compte lors d'une opération d'importation, les ORI qui proviennent de la douane, l'espèce tarifaire que vous devez demander à votre fournisseur et que vous pouvez faire contrôler ou contrôler à l'aide de l'outil Okiduty de Customs Bridge, l'origine précisée également par votre fournisseur et la valeur en douane que vous allez devoir constituer. Donc, pour cela, vous pouvez d'ores et déjà monter un premier tableau dans lequel vous notez le code douanier de vos marchandises, la provenance et l'origine, et vous pouvez préciser en marge les documents qui vous permettront, le cas échéant, d'obtenir des exonérations. Les colonnes CIF, droits de douane et TVA seront complétées par la suite. Nous allons le voir. Antoine, si je peux me permettre juste de rajouter pour l'origine, effectivement, il faut le demander à son fournisseur, mais il ne faut pas oublier que vous êtes l'importateur et vous avez la responsabilité aussi de vérifier. Donc, il ne faut pas simplement récupérer le pays d'origine sur la facture ou autres documents, notamment sur la facture, mais en tant qu'importateur, vous devez aussi d'aller plus loin dans cette validation du pays d'origine. Hein, si je peux me permettre de rajouter juste cette petite précaution. Merci Antoine. Je t'en remercie Sylvie. Merci pour cette précision. Donc, on a monté notre premier tableau. Ensuite, pour déterminer la valeur totale de votre marchandise, ainsi que votre valeur CIF, vous pouvez commencer par lister les différentes composantes d'une opération. Nous avons ici, dans un premier temps, les éléments constituant la valeur CIF, qui sont à rajouter à la valeur départ, usine, de votre marchandise, et en suivant, les éléments constituant la valeur globale de votre marchandise. Et pour le suivi de votre opération et le contrôle de vos coûts, rajoutez également les transit time, les dates de clôture, le temps d'attente au déchargement, ainsi que les free time de stationnement et de détention. Une fois ces éléments listés, vous aurez un tableau de bord général. Rajoutez les différents lieux de provenance ainsi que les compagnies maritimes que vous savez déjà existantes sur ce trafic. N'hésitez pas à demander les tarifs que proposent d'autres compagnies. Vous aurez ainsi une visibilité accrue de l'offre en cours.
ce tableau pourra être transmis tel quel à votre transitaire, qu'il devra remplir et vous renvoyer complété. Une fois les éléments intégrés, votre tableau de bord est alors complet et va vous permettre de mettre en place vos flux et d'en assurer le suivi. Viendra ensuite l'Incoterm, qui aura été négocié entre le service achat de votre entreprise et le fournisseur. Cet Incoterm va permettre de savoir quelles sont, parmi les opérations précédemment listées, celles qui devront être mises en place. Puisque c'est l'Incoterm qui détermine les obligations, la prise de risque et les coûts de l'opération entre les parties. Et étant donné que vous aurez préalablement demandé l'ensemble des éléments afférents au suivi des opérations, les coûts, les transit time, les délais, etc., vous n'aurez plus qu'à transmettre vos ordres de transport selon l'Incoterm qui aura été déterminé. Alors, au sujet de l'Incoterm, en entreprise, on rencontre régulièrement deux visions des Incoterms qui s'opposent. Il y a la vision des acheteurs et des commerciaux qui est une vision théorique et la vision opérationnelle qui est une vision plutôt pragmatique. Si je maîtrise les opérations, je maîtrise les flux logistiques et les flux d'informations. Donc, l'Incoterm choisi va simplifier ou pas le travail de suivi et le pilotage de l'opérationnel. En effet, il est plus facile de contrôler ses prestataires et donc d'obtenir une remontée systématique des informations lorsqu'on en a la charge. Et à contrario, si les opérations sont gérées par le fournisseur, on est tributaire de lui et des outils qu'il a bien voulu mettre en place. Nous prenons le cas d'un import Chine. Si le fournisseur chinois a à charge les opérations et qu'il ne fait pas ou peu de remontées, il nous prive de toute visibilité du cheminement. Et l'opérationnel, à son tour, remontera difficilement les opérations, ce qui va générer du stress et une perte de temps considérable. Pour pallier à cette situation, nous conseillons aux acheteurs de s'appuyer sur leurs opérationnels en interne pour déterminer l'Incoterm à négocier avec le fournisseur. N'hésitez pas à faire intervenir vos opérationnels lors de rencontres de négociation pour parler de l'Incoterm. Par expérience, les Incoterms sont sujets à interprétation. Ces interprétations génèrent de la frustration. Pour finir, un petit conseil, dans un mail, nommez chaque opération et celui qui en a la charge et demandez la validation de ce process à votre fournisseur. Ce simple éclaircissement évitera par la suite bien des désagréments. Alors, voyons maintenant le schéma douanier. Comment optimiser son schéma douanier à l'importation? Je vais faire une petite parenthèse avant de continuer, car il est important de distinguer droits de douane et TVA à l'importation. Les droits de douane dont le taux est appliqué sur la valeur CIF, et nous venons de voir comment la constituer, sont collectés par la douane. Et la TVA, en France, le taux plein est à 20%, est collecté par la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques. Le taux de TVA s'applique quant à lui sur la valeur CIF, plus auquel on va rajouter les droits de douane. À noter qu'aujourd'hui, il existe le régime de l'autoliquidation de la TVA qui permet d'éviter l'avance de fonds, ce qui se traduit dans les faits par de simples écritures comptables. Et c'est en s'appuyant sur les documents présentés lors du dédouanement que vont s'appliquer ces taux. Je referme la parenthèse, nous allons donc voir avec Fabrice quels sont les documents à présenter lors du dédouanement. Oui, effectivement, merci Antoine. Comme on le disait en préambule, il faut s'assurer d'avoir tous les documents et informations nécessaires pour que votre RDE, représentant en douane enregistré, puisse procéder aux formalités de dédouanement dans les meilleures conditions. Donc, on va faire un focus sur la facture commerciale, la packing list et le certificat d'origine. Donc, la facture commerciale, elle fonctionne de pair avec la packing list. C'est un document indispensable qui est obligatoire de fournir aux douanes, à l'import et à l'export. Les informations importantes, on les a listées,
qui doivent y figurer sont l'origine, la valeur, la nomenclature et l'incoterme avec le lieu convenu. C'est impératif d'associer effectivement les deux. On a un exemple d'ailleurs, un modèle de facture, si Antoine veut bien le présenter. Je veux bien. Merci. Donc, vous verrez effectivement qu'il y a l'encadré pour l'expéditeur et le destinataire, avec l'incoterme et le lieu convenu, et bien spécifié l'incoterme 2020. Le code douanier de la marchandise qui est détaillé dans la colonne désignation, avec la quantité, le prix unitaire et le prix global, puis la valeur du coût du transport associé à l'assurance ad valorem. Et en bas, vous voyez bien effectivement qu'il est stipulé origine Chine. Donc, si on revient sur la slide précédente, non, je t'en prie. Pardon. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc, il y a effectivement la packing list qui détaille le colisage de la marchandise. N'oublions pas que la facture pro forma est totalement bannie et refusée par les douanes françaises. Le document doit clairement identifier facture ou facture commerciale. Les lignes sans valeur commerciale sont interdites également et les valeurs à zéro aussi. Les documents doivent être rédigés en français ou en anglais. Et si on revient sur les éléments bloquants, effectivement, la packing list est un point bloquant si elle est absente. Voilà. Il faut absolument qu'effectivement, il y ait une packing list qui soit fournie. Si elle n'est pas fournie, la facture commerciale doit reprendre ces éléments de colisage pour pouvoir effectivement former un document unique. Voilà pour les éléments bloquants. Alors, comment optimiser son schéma douanier à l'importation également? C'est ce que je disais effectivement à mes clients. Comment transmettre ces informations de manière synthétique à son RDE pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, de confusion, de mauvaise transmission d'informations, de déperdition d'informations, d'échange de mails, etc. On propose à nos clients de mettre en place une fiche synthétique, une fiche d'instruction sur laquelle vous aurez repris tous les éléments, à savoir le nom de l'expéditeur, le destinataire, l'importateur, puisqu'il peut y avoir une distinction également entre l'importateur et le destinataire, et les caractéristiques de la marchandise dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire les nomenclatures douanières, les désignations, l'origine qui correspond au pays de fabrication de la marchandise, pour que votre RDE ait toutes les informations pour qu'il ne vous pollue pas avec des questions intempestives, sachant qu'en règle générale, vous êtes toujours en contact avec un exploitant qui est là pour gérer correctement vos dossiers d'exploitation, sauf que très souvent, l'exploitant est l'intermédiaire entre vous et le déclarant en douane, qui a très peu de contact direct avec vous. Et donc, ce déclarant en douane, il est soit au sein de l'agence de l'exploitant, mais il peut parfois être déporté sur une agence aéroportuaire ou agence portuaire. Et vous vous doutez bien de la complexité de la communication. Donc, s'il y a une fiche synthétique, eh bien, en fait, il n'y a pas d'ambiguïté et plus de confusion et en fait, plus de stress pour vous. Et votre RDE procède aux formalités dans les meilleures conditions et dans la manière la plus fluide possible. Donc, vous aurez voilà, un exemple de fiche d'instruction. Fabrice, Oui. Je te coupe 2 petites secondes, on a deux questions dans le chat. La première, c'est plutôt par rapport aux incoterms, donc c'est peut-être Antoine qui pourra répondre. On nous demande, est-ce qu'il est préférable de détailler après l'incoterme le lieu, par exemple, FOB Le Havre, locaux du transitaire, par exemple? Pardon, Hélène, mais je n'ai pas bien entendu la question. Il nous demande, est-ce qu'il est préférable de détailler après l'incoterme le lieu? Ah oui, systématiquement dans les incoterms, il vous faut préciser le lieu de l'incoterme. Ça, c'est primordial. Au moins, il n'y a pas d'ambiguïté. Et plus vous serez précis, moins il y aura d'ambiguïté et de risque d'interprétation. Merci Antoine. Et la deuxième question. Ouais, c'est parfait. La deuxième question nous demande si les documents fournis doivent-ils être des originaux.
Alors non, plus aujourd'hui. Maintenant, les envois par mail fonctionnent très bien. Et avec la dématérialisation générale un peu de tout, de la douane, etc., les originaux n'ont quasiment plus cours. Sauf vraiment dans des cas très spécifiques. Mais sinon, de moins en moins, on utilise des originaux. Et ça, vous pouvez également le préparer en amont. Ça vous évitera bien des soucis. À la rigueur, vous demandez à votre transitaire, vous demandez à votre déclarant comment faire pour qu'il n'y ait pas besoin d'originaux, que ce soit même le BL. Et du coup, vous verrez, vous allez vous simplifier la vie. Oui, c'est. Répondez à la question. Oui, concernant les originaux, et effectivement, je rejoins Antoine, comme sur le certificat d'origine, auparavant, c'était le document papier. Comme on est rentré dans la dématérialisation, on est rentré dans le système qu'on appelle REX, dont vous avez dû entendre parler, et donc les éléments figurent maintenant sur la facture commerciale. Donc, de moins en moins, le fait de présenter l'original, puisque pour la préférentielle, on a ce statut REX avec une phrase qui existe, que le fournisseur se doit mettre sur la facture au moment du dédouanement, et que l'importateur doit vérifier si tout est d'actualité dans le site de la douane, où normalement, si le fournisseur a bien obtenu son statut, on retrouve les éléments sur le site de la douane pour effectuer le dédouanement. Donc, il n'y a plus d'originaux, c'est la dématérialisation qui est venue. Fabrice, on te laisse continuer. Oui. Donc, cette étape-là est primordiale. En effet, le mandat de représentation directe en douane, tu peux défiler si tu veux, bien évidemment, Antoine. Pas de problème. Donc, c'est un document aussi, je vous conseille de signer, de valider avec votre RDE en amont de l'opération. Il est toujours aussi pénible de savoir que la marchandise est arrivée et qu'on n'a pas le mandat de représentation, de représentation en douane et que vous avez des échanges de documents à valider et finalement le temps court. Donc, il faut vraiment s'assurer que vous êtes en phase avec votre RDE sur la représentation en douane. Donc, aujourd'hui, on parle à 99,9% de représentation directe en douane. Donc, c'est très important. C'est très important parce qu'en fait, il faut savoir que dans le cadre de cette représentation-là, le RDE agit en votre nom et pour votre compte. C'est-à-dire que, en fait, seul l'importateur, comme on l'écrit ici, seul l'importateur représenté est débiteur de la dette douanière en sa qualité de déclarant. C'est ce qu'on dit depuis le début. C'est-à-dire que vous êtes responsable vis-à-vis de l'administration des douanes. Même si votre commissionnaire en douane, je l'insiste, a un rôle de conseil, vous êtes responsable et vous avez l'obligation vis-à-vis de l'administration des douanes et de votre RDE de transmettre tous les éléments et tous les documents afférents à votre importation dans le respect de la réglementation. J'insiste, je vais être un peu insistant, mais c'est vraiment primordial. Donc, je ne sais pas, sur la slide suivante, on parle également de la représentation, en effet, la représentation indirecte qui était utilisée auparavant. Et à partir dans cette représentation, le représentant et son mandant étaient solidairement responsables de cette dette douanière et fiscale. Je me souviens, voilà, une quinzaine d'années, il y a eu des gros soucis parce qu'effectivement, les importateurs n'avaient pas fait leur travail et qu'il y avait eu de lourdes pénalités douanières et les commissionnaires en douane avaient partagé, en fait, 50-50 cette amende. Donc, ce qui a amené les RDE à revoir leur représentation. Donc, ayez bien à l'esprit que la représentation directe en douane, même si j'entends dire parfois sans jugement, bien évidemment, hein, on est là pour vous sensibiliser, dire « Oh non, mais mon transitaire s'occupe de tout ». J'ai toujours tendance à dire « Attention,
votre commissionnaire en douane, bien évidemment, il est là pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous renseigner, mais l'importateur, encore une fois, est responsable et vis-à-vis de l'administration des douanes. Ça, je tiens à le préciser et à insister là-dessus. C'est quand même notre rôle aussi de vous sensibiliser sur ce point. Donc, il y a un exemple, un modèle de représentation en douane. Je ne sais pas si on le verra sur l'écran ou en chat. En tout cas, ce modèle-là, et d'ailleurs, je tiens à remercier les différents commissaires en douane que je connais et qui ont eu la gentillesse de partager leur mandat. Donc, on a fait une compilation de tous. Et donc, on a mis en évidence sur ce modèle-là le fait que, notamment, je lis, la valeur en douane, le mandant, donc vous-même, s'engage à communiquer par écrit au mandataire l'existence de tous les éléments financiers susceptibles d'être incorporés à la valeur en douane. Entre autres, voilà. Il y a d'autres paragraphes qu'on a surlignés et qui sont importants aussi. On pourra en discuter, bien évidemment, ensemble, si vous voulez avoir des renseignements complémentaires à ce sujet. Fabrice, Oui. on a une petite question justement qui reflète, enfin qui est en lien avec ce mandat. Qu'est-ce qu'il se passe si le transitaire, il émet une déclaration, le transitaire ou peut-être le commissionnaire en douane, émet une déclaration en douane à l'export sans mandat de représentation? Ah, ça c'est une bonne question. Est-ce que c'est grave que le transitaire, enfin que le commissionnaire en douane n'ait pas de mandat de représentation? Non. En fait, le mandat, c'est surtout un document, enfin, sauf si je réponds de manière hâtive, et Sylvie ou Antoine pourront peut-être me dire le contraire, mais c'est un document, c'est une sorte de contrat finalement, hein, qui est rédigé entre le commissionnaire en douane et l'importateur, sachant que le commissionnaire en douane, entre guillemets, sans faire de jeu de mots, se dédouane de toute responsabilité s'il y a un problème. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, de par mon expérience, on faisait signer sans négociation aucune un mandat de représentation directe en douane pour, en quelque sorte, sensibiliser également le client sur ses responsabilités, ses obligations. Mais s'il n'y a pas de mandat, ça ne gêne pas le traitement de l'opération, que ce soit à l'import ou à l'export. Sylvie, Antoine, est-ce que vous avez un complément à ce titre? Ouais, je pense qu'il ne faut pas trop se leurrer, hein. Votre transitaire, il ne manquera pas de vous faire signer son mandat de représentation en douane. À la rigueur, c'est mieux pour vous. Hein. S'il ne vous fait pas signer, c'est lui le responsable en quelque sorte. Donc du coup, c'est très rare. Je pense qu'il ne faut pas trop se leurrer. C'est très rare, je te rejoins. Ça m'étonnerait que le RDE ne fasse pas signer un mandat parce que je pense qu'il a été assez mis à l'écoute de ce que ça signifie, quoi. Donc, moi, j'en ai jamais vu. Mais bon, hein. Si tout se passe bien, tant mieux, mais s'il y a litige ou autre, il peut y avoir des conséquences difficiles qui peuvent durer et aller très loin. Par contre, il y avait une petite question aussi, là, je vois, théoriquement, dans la demande d'Henri, le RDE il doit joindre justement le mandat qu'il a éventuellement. Et c'est quelqu'un qui nous rajoute ça, donc à prendre en compte. Okay. Voilà, donc voici un mandat de représentation en douane, mais de toute façon, je crois qu'ils ont été mis dans le chat. Voilà, notre présentation est terminée. Merci à tous. Si vous avez des questions, on est à votre disposition. N'hésitez pas, que ce soit dans le chat ou dorénavant à lever la main ou autre et à poser votre question en live. N'hésitez pas. On est là pour ça. On a gardé un petit créneau exprès. Merci Morgane. Il y a Samy qui dit qu'il n'a pas bien compris la tarification de Okiduty. Ça marche, oui, effectivement, je vois ça.
Oui, Samy, si vous avez des questions, on pourra se contacter ultérieurement. Mais en fait, Okibuti est un logiciel qu'on a décidé d'ouvrir en fait gratuitement pour vraiment pouvoir un peu démocratiser la douane. Donc, c'est accessible gratuitement, sauf que vous allez être limité en fait en termes de fonctionnalités. Et si vous voulez accéder à la totalité des fonctionnalités, là, c'est un système effectivement d'abonnement payant, soit mensuellement, soit vous décidez de vous abonner à l'année. Voilà, c'est tout à fait possible. Donc, n'hésitez pas, Samy, à nous contacter ou au pire, je vous enverrai un petit mail en aparté si vous souhaitez en savoir davantage. Alors, on a une question également, où est le lien vers le modèle de mandat de représentation? Et du coup, juste au-dessus, normalement, ou je ne sais pas si... Non, je ne suis pas sûre que Hélène et Mathilde vous l'ayez mis. Je vois le modèle de la fiche d'instruction douane, mais pas Oui. forcément le mandat. Juste en dessous, il y a le lien. On vient de le mettre. Ok, super, donc un peu plus bas. Super. On a Claire Lys qui nous pose une question. La représentation indirecte est-elle toujours utilisée? Ou est-ce que c'est trop risqué pour le RDE en termes de représentation indirecte? Alors, pour information, si je ne dis pas de bêtises, en décembre, on va faire un nouveau webinaire et justement, on va aller un peu plus en détail sur la différence entre les commissionnaires en douane, RDE, etc. Et donc, je pense qu'on va aller un peu plus loin dans ce sujet-là. Mais est-ce que la représentation indirecte est-elle toujours utilisée? Fabrice, Antoine, est-ce que ça À vous mon humble avis, c'est de moins en moins utilisé vu les lourdes responsabilités que pourraient encourir les commissionnaires en douane. Comme on l'a vu, représentation indirecte, c'est 50-50. Donc, comme je le disais auparavant, il y a eu de lourdes amendes il y a quelques années et les commissionnaires en douane en ont payé les conséquences. Donc, je pense sans m'engager trop, mais je pense qu'à 99%, c'est maintenant de la représentation directe. Bonjour, c'est David Kerlich. Est-ce que vous m'entendez? Oui. On t'entend, Ouais, David? juste en fait, il peut y avoir encore des cas des représentations indirectes, puisqu'il existe des cas où le représentant ne peut pas agir en représentation directe. C'est pour les entreprises en fait qui n'ont pas d'établissement stable dans l'Union européenne. Merci. D'accord. C'est le cas des DDP, par exemple. Ok, merci pour DDP votre pour une précision. entreprise chinoise qui aurait bien un numéro d'ORI, puisqu'une entreprise étrangère peut se faire immatriculer, mais qui n'aurait pas d'établissement stable dans l'Union européenne. Automatiquement, là, il est banni de faire de la représentation directe, c'est même impossible. Merci. Merci pour cette précision, Monsieur Kerlich. Et dans ce cas-là, qui est on fait appel à quelle société alors pour justement… En fait, là, on n'aura pas le choix. Le représentant sera obligé de faire de la représentation indirecte et de co-responsable. Je dirais même plus loin, il n'est même pas co-responsable, il est responsable, puisque de toute façon, les autorités de l'Union européenne, les autorités françaises n'auront aucun pouvoir sur une société qui est basée en Chine. Oui, c'est ça. Donc, en fait, ils se servent de ça pour augmenter leur part de marché ou leur… Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Et je revenais tout à l'heure sur une question. En fait, dès l'instant où on n'a pas de mandat de représentation, ça veut dire qu'on n'exerce plus l'activité de représentant, ça devient du compte propre. Donc, le représentant en douane, en cas de contrôle, il est considéré comme étant l'importateur ou l'exportateur selon les cas. D'accord. S'il n'a pas le mandat. Tout à fait, bien sûr. Il est vraiment responsable du… Okay. Oui. Donc, on avait Swad qui disait qu'elle sortait d'une formation de déclarant et on lui a toujours dit que c'était pas possible de faire une douane, de dédouaner sans représentation. Si, techniquement, c'est possible, il n'y a rien qui va nous bloquer, on va pouvoir faire la déclaration. Il n'y a rien qui bloquera dans les systèmes. C'est ça. Tout à fait. Non, c'est faisable. Par contre, en cas de litige, s'il n'y a pas de mandat, c'est celui qui a fait la déclaration qui prend tous les risques et qui encourt tous les problèmes, quoi. Techniquement, il n'y a pas de blocage, mais bon, ça ne se fait pas.
Et on a pas mal de questions. On va essayer de répondre à la plupart. Je vois une question de Albertine qui demande le risque que l'on prend si on choisit l'Incoterm Xworks. Je pense que c'est ça la question. Alors, il faut savoir que la plupart du temps, quand on exporte, par exemple, en Xworks, on pense qu'on se décharge de tout, on n'a aucun problème, on ne gère pas, c'est bon, c'est l'importateur qui se débrouille. Faites très attention. En Xworks, c'est l'exportateur qui est responsable quand même de son classement douanier. Il faut faire très attention à ça, de tout de même bien choisir sa nomenclature douanière. Vous en êtes tout de même responsable, vous êtes également responsable des documents que vous fournissez. Donc non, l'Incoterm Xworks ne permet pas de se dédouaner de tout. En général, on conseille au minimum de faire un FCA, donc c'est-à-dire que tout le transport est géré par votre acheteur. Par contre, la partie douanière, c'est vous qui la gérez. Et comme ça, vous maîtrisez votre risque, maîtrisez voilà, tous les risques au niveau de la douane. Vous êtes sûr de ce que vous déclarez et si vous avez le moindre problème ou autre, vous savez ce que vous avez fait, vous êtes suivi et vous pouvez avoir un contrôle en France, vous êtes suivi. Donc faites très attention avec cet Incoterm Xworks qui est très déconseillé, comme le DDP, qui est très déconseillé par la douane ou autre. Hein. Et sans oublier, Elisa, la partie fiscale en export pour l'export, parce qu'on est tenu de pouvoir prouver qu'on était bien exportateur et on n'a pas toujours les bons documents entre les mains. Donc, tout à fait. du côté fiscal, il y a aussi des responsabilités à pas négligées. Tout à fait, oui. Mais ça, Sylvie, tu as raison. Quand on exporte en Xworks, il y a un document qui est très, très important à récupérer dans tous les cas, qu'importe l'Incoterm. C'est donc l'ECS en statut sorti. C'est ce qui prouve que votre marchandise a bien quitté l'Union européenne et donc vis-à-vis de la TVA, donc vous n'êtes pas quitté de la TVA. C'est très important de garder cette ECS. Si vous avez un contrôle fiscal qui remonte sur 3 ans, je crois, si vous n'avez pas tous les ECS de toutes les marchandises qui ont quitté l'UE, vous allez avoir une sacrée amende. Voilà, il y a des entreprises qui ont fermé à cause de ça. Et ça, quand vous êtes en Xworks et que vous ne contrôlez pas la douane, vous pouvez avoir 30 transitaires différents et il faut que vous alliez voir ces 30 transitaires pour récupérer vos ECS. C'est très compliqué. Alors que si vous travaillez, si vous faites vous-même les douanes ou que vous travaillez avec un commissionnaire ou autre, c'est plus facile d'avoir un seul contact et de récupérer ces ECS. Tout à fait. Merci Sylvie de le préciser. Encore Monsieur Kervish. Allez-y, parlez. Il a pas lu tout de suite. Je vais juste rajouter une petite notion opérationnelle, c'est-à-dire que dans l'Xworks, c'est du coup à votre client, si vous faites de l'export, à charger le camion à vos quais. À noter que si jamais, et en règle générale, c'est l'exportateur qui charge le camion. Dans le cas d'un Xworks, c'est du coup à l'importateur de charger le camion à vos quais. Et si jamais, pour des raisons de faisabilité, vous chargez ce camion, sachez que vos personnels ne sont pas assurés. Vous n'êtes pas assuré pour ce chargement. Donc, c'est très important. On déconseille réellement cet Incoterm où il y a des risques, en fait, d'un point de vue douanier, mais également d'un point de vue opérationnel. Oui, donc c'est M. Kervish qui voulait intervenir. Il y a des nouvelles règles en fait qui définissent aujourd'hui ce qu'est un exportateur dans l'Union européenne et notamment au niveau de la France. Et en fait, l'Xworks pose des problèmes parce qu'il ne répond pas à cette définition. Donc ça, vous pouvez regarder sur n'importe quel site, sur les sites de la douane ou quoi. En fait, c'est les nouvelles définitions de ce qu'est un exportateur au niveau de l'Union européenne. Il y a des conditions très précises. Et en fait, l'Xworks va poser problème par rapport aussi à ça. Et merci encore, David, pour votre intervention. D'où l'importance des Incoterms et du lieu, comme le disaient Antoine et Fabrice, parce que c'est justement à partir du lieu et de l'Incoterm qu'on va bien comprendre qui a la responsabilité d'eux ou qui paie quoi, ce qu'il faut inclure dans la valeur en douane ou pas. Donc jamais un Incoterm sans le lieu, parce que derrière, il peut y avoir des problèmes douaniers, mais aussi, comme on vient de dire, avec des problèmes fiscaux. Nous avons une autre
question, enfin, il y a plusieurs questions. Si je remonte un petit peu plus haut, nous avions Chalida qui posait une question sur quel régime devons-nous appliquer pour importer ou exporter le retour en cas de non-conformité. Alors, moi, je vais juste me permettre d'ajouter, en fait, ça va dépendre si votre retour, vous comptez le renvoyer tel quel, enfin, avec une modification, ou si c'est une pièce que vous allez totalement changer. Mais donc, je pense qu'on peut utiliser des perfectionnements actifs, passifs. Est-ce que vous avez donc quel régime devons-nous appliquer pour importer ou exporter le retour en cas de non-conformité? Est-ce que vous avez une réponse à apporter à Chalida? Les régimes à appliquer. Pour ma part, dans mon expérience vécue, tout dépend, puisque là, c'est une marchandise non conforme. Donc, tout dépend si on ira du compte après dédouanement ou pas. Voilà. Après, il y a effectivement le régime de perfectionnement actif passif, mais ça, c'est encore aussi un autre statut. Là, en marchandise non conforme, je dirais que tout dépend si la marchandise elle a été dédouanée ou qu'on veut la retourner, ou si elle n'a pas été dédouanée et donc le droit non acquitté. Voilà. Donc là, il y a des choses différentes à appliquer en cas de retour de marchandise. Bien souvent, quand la marchandise n'est pas conforme, soit effectivement on la met en conformité et ça coûte moins cher, ou alors elle fera l'objet d'une destruction, tout dépend aussi de ce qui a été décidé lors du contrôle douanier, tout dépend de où elle vient, parce que dans l'autre sens, renvoyer, le transport, tout ça, ça se négocie et ça s'échange aussi avec vos fournisseurs, et puis la douane aussi, parce que peut-être que vous ne pourrez pas renvoyer votre produit. Bon, ça, c'est un peu vécu par expérience. Si Antoine ou Fabrice souhaitent rajouter d'autres choses, peut-être, sur leur expérience professionnelle là-dessus. Pour ma part, non, pour moi, c'était clair. J'espère que ça allait pour. J'ai perdu son prénom. J'ai Chalida. C'est Chalida, oui. J'espère que ça allait pour Chalida. Pour moi, c'est pas plus à rajouter. On a une autre question de Solène qui demande dans le cas d'un exportateur novice qui fait appel à un RDE, donc un commissionnaire en douane, pour faire une opération export. Est-ce que le RDE est responsable du choix du HS code ou est-ce que c'est l'exportateur qui doit apporter cette information? Je pense que ça dépend un petit peu en fait du RDE, non? Ah non, c'est. Alors. Le RDE, il va pouvoir vous aider à classifier le produit, d'accord, à rechercher cette nomenclature. Mais en fait, ce n'est pas lui qui sera responsable. Il peut vous aider. Custom Bridge peut vous aider avec OkidUti aussi à trouver cette classification. Et si vraiment vous n'êtes pas sûr, que vous avez un doute sur le HS code qui est utilisé parce que dans la nomenclature, vous avez la description faite des produits par la douane, à ce moment-là, vous faites faire un RTC. C'est contraignant parce que ça prend du temps, mais au moins, vous êtes certain, si vous avez un flux régulier, vous êtes certain que vous ne vous êtes pas trompé et que, en définitive, vous aurez le bon HS code. Ok. Merci oui, Antoine. il y a une petite précision, c'est qu'effectivement, le tarif douanier pour l'exportateur est très important et surtout pour son client à destination. Parce qu'avec un tarif douanier correct, l'importateur peut également bénéficier, dans le cadre d'accords bilatéraux, de taux de droit de douane minorés, voire d'une exemption. Donc, il faut vraiment s'assurer que la nomenclature douanière dont on parlait au début, l'espèce tarifaire, est correcte, exacte et qu'elle est correcte et qu'elle est exacte. Tout simplement, pour les deux, l'exportateur et l'importateur. Donc Solène, vous pouvez trouver tout ça sur OkidUti et donc on vous a renvoyé le lien pour créer un compte si vous voulez tester gratuitement. Alors, je vois une remarque sur les données pour l'obtention des RTC. Bon, j'ai vécu cette expérience-là aussi. Alors, un petit conseil, quand vous faites les demandes de RTC, que vous passez par votre RDE ou que vous le fassiez vous-même, eh bien, il y a des instructions, il y a des informations à mettre, il y a des fois des pièces jointes, ou des notices ou des descriptifs. Eh bien, il reste important parce que ce que font les personnes qui délivrent les RTC, ils reprennent l'encyclopédie douanière et ils ont besoin de toutes ces informations. Donc, moins vous donnez d'informations,
plus vous aurez des demandes de compléments d'information, et je vous invite fortement, pareil, à écouter le podcast sur justement la nomenclature douanière où on parle aussi de ces RTC. Ce qu'il faut savoir, c'est que à un port, eh bien, la personne qui achète a la connaissance de son produit. Donc, même si le mandat est indirect ou direct, effectivement, la prise de responsabilité est bien spécifiée, mais le RDE va aussi se défendre parce qu'il vous demandera des informations sur le produit que vous êtes tenu de lui donner. C'est vous qui connaissez votre produit, qui connaissez les matières qui sont incorporées pour pouvoir vérifier aussi l'origine. Et donc, l'importateur, je dirais, il reste toujours responsable de son étude. Il est aidé par le fait que le fournisseur lui transmet sa nomenclature douanière, mais il se doit de la vérifier, tout comme pour l'origine. Et il n'y a que l'acheteur qui a bien cette connaissance, y compris la fabrication du produit en usine. Voilà. Et c'est vrai que ça peut être un peu long d'obtenir un RTC, donc il faut bien le renseigner. Et si jamais, vous pouvez aussi vous appuyer sur des RTC qui sont déjà existants. Si vous trouvez des RTC qui correspondent tout à fait à votre produit, ça peut vous aider pour classer votre produit. Voilà, sur OkBeauty, on retrouve tous les RTC européens avec les photos et traduits. On retrouve même les RTC qui ont été expirés. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils ne sont plus valables, enfin qu'ils sont plus... on ne peut plus s'appuyer dessus, ils sont expirés, mais voilà, ils ont quand même été renseignés par la douane à un moment T, donc n'hésitez pas à aller voir les RTC qui sont sur OkBeauty. Voilà. Et on a... Ils peuvent vous aider, Elisa, effectivement, à classer un produit, sachant qu'un RTC délivré par rapport à une commande et à un client, mais ils peuvent servir de preuve si il y a un contrôle et que vous dites, bah non, c'est pas bon, vous pouvez à ce moment-là ressortir le RTC qui vous a permis de vous appuyer dans le classement. Au moins, l'étude, elle sera un peu plus poussée par la douane et plus compréhensible. Voilà, donc, par contre, 4 mois, ça me paraît énorme parce qu'il me semble que la charte des RTC, c'est 120 jours maxi. Donc, 4 mois, je voudrais bien savoir pourquoi. Ça serait intéressant de communiquer parce que c'est rare quand même 120 jours. Souvent, c'est maximum 2 mois. 4 mois, il y a dû avoir des informations que le bureau n'avait pas. Et ça serait intéressant de savoir pourquoi ils ont mis autant de temps. Bon, même s'il y a une charte qui a été similaire. On a bien de Ahmed. Quel est le pourcentage d'ouvrages effectués sur une marchandise pour qu'elle devienne originaire d'un produit X? Il propose de quelle marchandise faisant l'objet de plusieurs ouvrages dans plusieurs pays différents avant sa destination finale. Alors, c'est une bonne question. C'est que la gymnastique de la compréhension des règles d'origine est bien présente. Mais on ne peut pas vous répondre directement. Comme je disais, chaque accord a son règlement d'origine. Et donc, tout dépend des matières incorporées, tout dépend de la valeur des matières incorporées, tout dépend du stade de fabrication. Si par exemple, vous faites un pantalon et que vous allez mettre une fermeture éclair dans un autre pays, ben, ce ne sera pas le pays où il y a eu la fermeture éclair de mise qui portera l'origine. Donc là, il faut bien vous référer au règlement, il faut bien vous référer également aux règles d'origine qui figurent dans le CDU. Il y a des livraisons qui sont exclues selon certaines matières, et vous répondre là de façon générale. Attention à l'incorporation des matières, attention au stade de fabrication, à la valeur des matières premières ou éventuellement aux matières incorporées qui seraient du même chapitre et qui sont exclues. Donc, chaque accord, vous avez une annexe qui vous donne les nomenclatures douanières, qui vous redécrivent le produit et qui vous donne justement le stade pour pouvoir valider l'origine, alors l'origine préférentielle. Donc pareil, je crois qu'on a dû faire un petit podcast aussi là-dessus, mais s'il y a des besoins, on pourra un peu pousser plus loin cette sensibilisation. On est en train de regarder justement tout ça chez Custom pour pouvoir sensibiliser davantage sur ces sujets. Merci Sylvie. Donc, écoutez, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. J'en vois pas de nouvelles.
Il est midi 3, super timing, Antoine et Fabrice, Sylvie et Elisa, parfait. Merci à tous pour votre participation. La présentation a été enregistrée, donc elle vous sera envoyée dans les 24-48 heures, ainsi que la présentation dans les slides, pour que vous puissiez regarder ça à tête reposée. En tout cas, si vous avez des questions, si vous avez des problématiques particulières, si vous avez besoin de consultants, d'expertise, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. On va mettre dans le chat le contact pour qu'on puisse répondre à tout ça et puis vous aider, vous accompagner dans la maîtrise des enjeux douaniers. Merci à tous pour votre participation. Merci Antoine, merci Fabrice, Lisa et Merci à tous. Merci pour votre attention. Merci à toutes et à tous. Merci. Et puis à la prochaine pour un nouveau webinaire à venir. Fabrice et Antoine, ils vont peut-être rester un peu.